Écoute, Antoine, je vais te tutoyer. On ne s'est pas beaucoup vus tous les deux, mais on se connaît. On a eu des itinéraires un peu parallèles. Toi au Journal La Croix, moi à Libération, puis avec le temps, tes livres, mes livres, enfin. Et c'est la première émission que je fais aux médias. Et je savais pas ce que tu avais écrit, mais comme j'ai vu que ça concernait Christophe Détinger et que j'avais été particulièrement sensible à cette histoire, j'ai tout de suite dit putain super, je vais lire ce livre, Cœur de boxeur, donc qui sort demain. Et je l'ai terminé cette nuit. J'étais très ému à sa lecture. En même temps, je sais pas comment dire, c'est une adresse à ce boxeur que tu fais. Enfin, tu le tutoies, enfin tu lui parles, tu parles à et en même temps. Il y a une enquête, puisque moi, il y a des tas de choses que je ne savais pas, le témoignage de cette femme, le témoignage des policiers, enfin, il y a des rapports de police, il y a des choses que tu évoques. Et aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les recherches historiques que tu fais, puisqu'il y a des citations d'Orwell, beaucoup, de Léon Blum, et alors, il y a comme au-delà de l'histoire de Détinger, il y a ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. Et là, je te connaissais un peu par tes bouquins, mais je me suis dit, mais Antoine Peillon, c'est Che Guevara, quoi. Enfin, d'ailleurs, tu dis que Macron est un tyran. Enfin, on est dans une situation pré-insurrectionnelle à te lire, et je partage un peu cette opinion, quoi. Comment ça t'est venu? Quel a été le choc de départ? Parce qu'il faut une énergie pour écrire ça. Comment t'as trouvé le chemin pour parler de lui? Alors, Denis... c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et c'était pas La Croix pour moi, c'était Info Matin. Ce qui a beaucoup compté parce que c'était l'enquête, ce qu'on avait en commun, c'était ce journalisme qui est un journalisme qui essaye de chercher le réel, qui essaye de chercher le socle sur lequel tout le reste se construit. J'ai démarré ce livre, comme je le dis au début, par l'émotion justement. Tu me parles et ça me touche beaucoup du fait que ça génère chez toi de l'émotion. Moi, ce qui a généré de l'émotion, c'est dès le soir en fait, du 5 janvier. C'est une émotion plutôt joyeuse. Je regarde les vidéos où je vois sur la passerelle Léopold Sédar Senghor un homme athlétique, que je reconnais immédiatement pour des raisons personnelles comme étant un boxeur de boxe anglaise, et qui fait reculer des gendarmes. Je vois qu'il les boxe avec élégance. C'est un mot qui m'est venu aussitôt, parce que je vois une élégance dans sa façon de boxer. C'est plutôt Mohamed Ali plutôt que Raging Bull. C'est une forme de boxe très, très aérienne. Et je vois l'efficacité aussi. Oui, parce qu'il recule, il fait reculer avec une violence tout à fait maîtrisée. Il ne cogne pas comme un sourd. Et on y reviendra, mais les documents que je possède, certificats médicaux, des examens des gens, voilà, montrent qu'il n'est pas dans l'extrême violence. Mais il les fait reculer. Et il y a cette phrase qui revient souvent dans le livre, qu'il a le peuple, c'est comment le peuple est en moi, la rage du peuple est en moi. La colère, il parle de la colère, quelque chose qui est interdit aujourd'hui. Il dit qu'il est gilet jaune, il fait ça pour ses enfants, il fait ça pour les femmes seules. Il pense à toutes les personnes qui sont dans la précarité. C'est un grand thème de nos discussions, j'espère qu'on y reviendra, entre lui, son épouse Karine, Christophe, moi-même. L'émotion. Je suis pris d'émotion, et une émotion plutôt donc positive, joyeuse. Je dis, enfin, on a notre David contre Goliath, parce que ces policiers, depuis des semaines, ces gendarmes surarmés, sont déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui les violences policières. Ils matraquent, ils envoient des grenades. Les blessures sont déjà très nombreuses et très graves. Et tout le monde subit, et tout le monde recule, et tout le monde est humilié. Et autour de moi, j'entends sans cesse, dans ma famille, parmi mes amis, des gens qui disent « Je suis d'accord avec les Gilets jaunes, je suis pour les Gilets jaunes, mais je ne veux pas les manifester, je ne peux pas les manifester parce que j'ai peur. » Et là, on a une sorte de figure héroïque. Nous sommes tous des enfants, nous avons besoin du chevalier vermeil. On a une figure héroïque qui, pour une fois, inverse cette sorte de soumission. Voilà, c'est une émotion positive. Après... Et donc tu te dis, donc tu es ému par les images, mais tu te penses tout de suite à un livre ou comment Non. Le livre, je le commence en fait un peu plus d'un mois après. Je le commence les tout débuts, Est-ce que tu début février. Contact avec lui assez vite? Non. D'abord, c'est pas très facile parce que dès le surlendemain, il se rend de lui-même à la police.
Et je mûris quelque chose qui est... Tu as dit que je le tutoyais. Non, dans ce livre, je le vous vois jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Il y a une forme de respect, mais il y a une proximité entre vous. Bien sûr, parce qu'entre nous, c'est le tutoiement, bien sûr. Entre nous, c'est aujourd'hui une amitié qui, en tout cas de mon côté, est une amitié très profonde, affectueuse. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'admiration. Il est jeune, hein, il 37 ans, non ? Voilà, 37 ans, son anniversaire est dans les jours qui viennent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on aurait bien aimé qu'il soit là, mais son statut aujourd'hui fait que... Il est interdit de séjour à Paris. Il est dans des procédures disciplinaires, d'une part, par rapport à son employeur, et judiciaire, puisqu'il demande un bracelet électronique de façon à ne pas être enfermé chaque nuit. Tous les jours. Il est en centre carcéral, à Corbeil-Essonnes, dans des conditions révoltantes. C'est mon point de vue. Lui, il raconte, hein, il ne donne pas de point de vue qui pourrait froisser qui que ce soit. Mais mon point de vue, au récit qu'il fait de ces conditions carcérales, chaque soir, il faut qu'il y soit à 18h et le lendemain matin, il peut quitter à 8h, alors qu'il a une jeune femme et qu'il a 3 jeunes enfants, 2 filles de 13 ans et un garçon de 10 ans. On le martyrise, c'est clair et net. Donc, il ne peut pas venir ici à Paris puisqu'il est interdit de séjour. Il est aussi en attente de ces couperets, disons, qui sont à la fin du mois de mai. Et il est clair pour lui, parce que ça lui a été signifié, que si on le voit, si on l'entend, s'il proteste trop fort et publiquement, il le paiera très cher, et du point de vue disciplinaire, et du point de vue judiciaire. Donc, entre lui, moi, ses avocats, maître Laurence Léger et puis maître Henri Leclerc, nous avons un véritable contrat, qui est que je ne le mouille pas, pour parler grossièrement. Il subit une violence, lui, une violence d'État qui est incroyable, quoi. On le savait, on le sentait, mais à lire ton livre, l'accumulation de choses que tu fais, c'est très impressionnant, quoi. On se dit, mais c'est vrai, j'avais vu passer ça, mais en te lisant, on est absolument révolté, quoi, par tout ce que lui a dû subir. Et d'ailleurs, j'ai découvert, alors, je n'ai pas lu toute la presse sur Détinger, mais j'ai découvert le témoignage de cette femme en rouge qui dit, alors je ne sais pas où, il faudrait que je retrouve la page, tu vois, j'ai noté tellement d'endroits que je ne sais plus où j'ai vu ça. Son témoignage, il lui sauve la vie, quoi. Il lui sauve la vie. C'est un chapitre d'ailleurs qui s'appelle... Ça, personne l'a dit, quoi. Alors, j'ai une information qui est très importante sur ce sujet. La plainte de cette dame a été reçue. Et il y a actuellement une enquête de ce qu'on appelle la police des polices, qui, de façon d'ailleurs assez imminente, devrait rendre ses conclusions. Son avocat, c'est Maître Deveul, a plutôt bon espoir que les conclusions de cette enquête seront qu'il y a eu violence policière à l'encontre de cette dame. Est-ce que son Ce qui va être essentiel par rapport à ce qu'a raconté Christophe Détinger et le témoignage qu'elle a aussitôt porté le jour même où il se présentait au commissariat, pendant sa garde à vue. Elle dit « il m'a sauvé la vie » parce que elle a des souffrances du fait de la si tu maladie. veux, je peux lire le passage, mais d'abord j'ai une question. C'est un témoignage exclusif, hein, c'est jamais sorti dans les médias. Non, si. On a parlé d'elle, il a dit j'ai défendu cette femme, etc. Mais il n'y a jamais eu de choses précises, de reportages télé, ça n'a jamais été explicité, ça. Non, les propos qu'elle tient là sont des propos qu'elle tient à la presse, qui ne sont repris que par une presse dite alternative. D'accord. Alors elle dit, le récit complet, elle s'appelle Gwenaëlle Antinori, oui. Le Joncourt. Elle dit, avant que le boxeur ne vienne à son secours, ce qu'elle raconte, tu dis, est édifiant. Sur les vidéos, on me voit en boule rouge par terre, donc c'est elle qui parle, au sol sur le pont. Je marchais en famille, je me suis retrouvé par terre au sol. Un policier m'a donné des coups de matraque et des coups de pied. Un autre a essayé de l'arrêter en disant, arrête de la taper, puisque je n'avais rien fait. Je ne faisais que marcher. Le policier n'arrivait pas à arrêter son collègue qui était déchaîné. Et M. Détinger est arrivé, a pris le policier et l'a enlevé de moi. J'ai reçu des coups de matraque dans la bouche, dans les dents, des coups de pied dans les côtes. Et comme j'ai un problème pulmonaire, si j'avais reçu trop de coups trop longtemps, j'y passais. Donc il m'a sauvé la vie. Oui. Et c'est certainement absolument vrai. Enfin, certainement. Je vois pas comment elle peut inventer un truc pareil, quoi. Non. Et je te dis qu'il y a donc une enquête policière qui aboutira à des conséquences sans doute judiciaires, qui démontrera très certainement qu'elle subissait des violences absolument illégitimes et extrêmement dangereuses pour elle.
Et que le mouvement de Christophe Détinger, à son endroit, il est un mouvement de sauveteur. Ce qui n'est pas étonnant de sa part, puisque c'est un mouvement qu'il a depuis qu'il est enfant. C'est un garçon qui a été très bien doté par la nature. Oui. Il fait 1m90, 90 kg de muscles. C'est un grand boxeur, même s'il n'est pas fanat de boxe. Lui, c'est casier judiciaire vierge, quelqu'un de très doux, de serviable. Enfin, il y a la totalité de son dossier judiciaire. Et d'ailleurs, la présidente du tribunal, au moment de son dernier jugement, en a elle-même témoigné. Des caisses entières de témoignages favorables sur le fait que c'est un grand frère, au bon sens du terme. C'est quelqu'un qui vole toujours au secours des autres, va changer la roue du pneu crevé, va aider l'aveugle à traverser. Et donc, il ne supporte pas, et ça c'est important, Daniel, la première fois que je les ai rencontrés, lui et Karine, son épouse, ils m'ont témoigné de leur horreur viscérale, instinctive, de toute, c'est le mot qu'ils ont employé, de toute discrimination. De tout acte qui va faire qu'un faible ou un plus petit, ou quelqu'un qui a des problèmes, un handicap par exemple, et Karine Détinger connaît très bien ça pour des raisons familiales, que toute personne affaiblie qui serait visée, qui serait contrainte, qui serait agressée, mérite leur secours immédiat. Mais alors, ils sont tous les deux comme ça. On ne va pas refaire tout le livre, mais je voudrais essayer de nous expliquer et d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'histoire par quelle mécanique l'État français, cette République, son système policier et judiciaire en arrive à emprisonner cet homme et à fabriquer ce personnage de gitan cogneur. C'est quoi la phrase d'Emmanuel Macron? Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Oui, il est influencé par un avocat d'extrême gauche. Des avocats d'extrême gauche. Il dit deux choses. C'est à propos de la vidéo que Christophe Détinger fait le soir même, enfin le lendemain où il a fait son tournoi de boxe contre les gendarmes, et qui est diffusé le surlendemain au moment où il se rend par la police par sa belle-sœur, sur Internet, sur un compte Facebook. Et face à cette magnifique déclaration qu'il fait de façon totalement spontanée, à l'époque, il n'est même pas en contact avec le moindre avocat, c'est vraiment en sphère privée qu'il fait cette vidéo. La réception de cette vidéo par le président de la République, c'est de dire ce ne sont pas les mots d'un boxeur gitan. Il ne peut pas, sous-entendu, on ne peut pas s'exprimer correctement comme ça et avec intelligence, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, si on est un boxeur et surtout un boxeur gitan. Donc il y a une connotation raciste que moi je relève, qui est relevée par son entourage, par son épouse qui a été absolument révoltée par ça, par ses avocats. Et la deuxième chose que fait le président de la République, c'est qu'il fait vraiment une sorte de fièvre de paranoïa en disant il est déjà manipulé, c'est un complot de l'extrême gauche, il est manipulé par des avocats d'extrême gauche. Et il développe d'ailleurs, puisque c'est devant un petit cénacle de journalistes de cour, il dit regardez, RT, les Russes, voilà, les médias français sont pourris par des propagandes qui sont des propagandes de l'étranger. Alors si tu connectes tout ça, le gitan, l'étranger, on a une sorte d'esprit, propagande d'État, mais aussi un état d'esprit culturel du président de la République qui est très très inquiétant. Moi je dis que ça fait écho à des cultures, des heures sombres de notre histoire. Tu vas même beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est ce qui est très étonnant, parce que quand on te lit et qu'on te connaît un peu, il y a plutôt de toi, il y a quand même si dans tes livres sur la finance, on sent des prises de position assez fortes, là, je trouve que tu passes un cap, quoi. Il y a quelque chose pour un journaliste de La Croix, je veux dire, tu exploses les codes. Tu es très révolté. Enfin, il y a comme une colère en toi qui décuple peut-être même celle de Christophe Détinger, quoi. Tu te dis, mon pays fait ça, quoi, mais c'est quand même pas possible. Et cette histoire l'illustre parfaitement bien. C'est un peu... Elle illustre ce qu'on peut appeler la montée aux extrêmes. C'est-à-dire que moi, peut-être, je suis un peu enragé. Je le dis au début du livre, je dis... Voilà, le bleu du ciel, comme très grand roman, où il est question quand même de la rage dans laquelle ce chef-d'œuvre a été écrit. Voilà, j'ai de la rage. Mais c'est une rage qui, je crois, est au diapason tout simplement de la situation. Il suffit de regarder autour de nous. Moi, je vais à beaucoup de manifestations du samedi.
Et je vois d'un côté... Tu manifestes? Je manifeste. Ouais. Avec un gilet? Ambigu. Non, pas de gilet. J'y vais. Pourquoi tu ambigu mets pas de gilet? Parce que je suis journaliste et que je suis dans une position que j'assume, qui est une position ambiguë d'observateur, parce que je reste observateur. Je vais parler beaucoup aux gens, je fais des photographies, quelques petites vidéos, mais surtout je discute comme un observateur, disons, pour savoir qui ils sont, ce qu'ils pensent, et en même temps, mon cœur y est, évidemment. Donc, l'époque pousse à la rage. Je pense que tu me dis, je dépasse les codes ou je les... là, mais c'est parce que l'époque est en train de nous pousser là, Castaner, enfin d'ailleurs on a des ennemis, enfin des ennemis, moi c'est pas mon ennemi, mais c'est vrai que quand j'assiste chaque samedi au traitement médiatique de tout ça, et quand j'entends les discours politiques, et toi tu fais un condensé de tout ça, on ne peut qu'être édifié, et d'ailleurs c'est presque un livre d'histoire récente, parce que tu nous remets en mémoire tout ce qu'on est en train de vivre depuis quelques mois. Mais je voudrais en revenir à Détinger. Est-ce que il n'y a pas eu la crainte pour le pouvoir? Tu prenais la parabole de David et Goliath, mais de voir cet homme courageux qui défend cette femme, etc., qui tape effectivement sur le bouclier d'un flic. Mais d'ailleurs, il dit, quand j'ai vu la peur dans ses yeux, j'ai arrêté de taper. Et c'est vrai que quand on voit les images, bon, il a cogné, il est hyper fort, mais je veux dire... D'ailleurs, avant de te poser la deuxième question, j'en ai une autre à te poser, parce que j'ai découvert, il y a quand même des rapports médicaux contre les policiers qui sont un peu particuliers, quoi. On a le sentiment qu'ils sont un peu bidonnés, quoi. Il y en a un qui a une ITT de 15 jours, l'autre de 2 jours, mais je ne vois pas comment il a... C'est sous nos yeux, Denis. On va commencer par ça, puis après on va revenir sur la question de l'État et de la violence de l'État et pourquoi. Il s'agit d'un certificat médical qui est établi le 6 janvier 2019 à 14h30. C'est à l'hôpital, Assistance publique Hôpitaux de Paris, et il s'agit, je n'aurai pas les noms, mais de l'examen médical d'un des 2 gendarmes, celui qui a eu 15 jours finalement d'ITT. Cette personne, ce gendarme, dit qu'il a été traîné par derrière, qu'il a été violemment agressé, et même qu'il y avait intention de le tuer. Quand on regarde en fait l'examen clinique qui est fait par le médecin, voilà, et donc il y a 15 jours d'ITT à la clé. Bon état général et nutritionnel, tant mieux. Douleur face postérieure, tête humérale, donc c'est l'humérus, c'est ici le haut du bras, et en regard de l'omoplate gauche. Volumineux hématome du tiers inférieur de la cuisse droite ayant diffusé au genou, donc sur la cuisse. Absence d'autres lésions d'allure traumatique macroscopiquement visibles à ce jour. Est-ce que tu lis en lisant ça que nous sommes devant des blessures qui sont des blessures qui supposaient qu'il y avait volonté de tuer? Comme pourtant la déposition du plaignant le dit explicitement. Quant à celui qui n'a eu que 2 jours, alors là, ce qui a été relevé par les médecins... C'est le plus jeune qui était derrière le bouclier, celui qui a eu que 2 jours, non? Voilà, nous avons une échymose de 1,5 cm de diamètre en région frontale droite, ici. Nous avons une échymose, donc un bleu, tu connais bien sûr, de 2 cm sur 1 cm en région frontale médiane, donc au milieu, et une échymose de 1,5 cm sur 1 cm en région frontale gauche. Donc il y a 3 bleus sur le front, point, barre, absence d'autres lésions d'allure traumatique macroscopiquement visibles à ce jour. Voilà les blessures gravissimes qui ont été faites par Christophe Détinger sur les 2 gendarmes. Donc, en conséquence, tu imagines un procès qui lui est fait, qui aboutit à une peine de prison ferme de 1 an. Certes aménagé par le fait qu'il peut rentrer en journée faire son travail, puisque c'était le motif, mais que toutes les nuits, il doit être en prison. Dans la prison où il est, dans le centre carcéral où il est le seul qui a ce profil-là. Pas de casier judiciaire. Des dizaines et des centaines de témoignages favorables, y compris de son employeur. Mais c'est là où je voulais en... La question préalable que je te posais, c'est il fallait Christophe Détinger, si on laissait sa légende arriver... Faire un exemple. Il devenait absolument gênant pour le pouvoir. Oui. Donc, les chiens de garde sont arrivés. Je pense aux médias, là. On a vu, moi j'ai vu, je me souviens des papiers sur les chaînes Tout Info. Je me souviens des articles. Les gants coquets. Les gants. La rumeur diffusée par une source policière, reprise telle quelle. Par France Inter, non? Par France Inter en premier. Et
et puis après par tous les médias. Il n'y a pas eu vraiment d'excuses d'ailleurs après quand Il n'y on en a a su pas que c'était eu. faux. Mais même on regardait les photos parce que moi Les je gants me coquets, souviens. pour les gens qui nous écoutent et nous regardent, Oui. ça supposait que Christophe Détinger serait venu avec des gants dans lesquels il aurait mis du plomb, de façon à ce que ses coups, évidemment, soient d'une gravité bien supérieure à des coups donnés par des mains dans des gants. Cette accusation a été portée contre lui dès qu'il s'est rendu à la police. La vérification que c'était faux par la police a été immédiate, puisque la perquisition a montré que les gants qu'il avait n'étaient en rien équipés de quoi que ce soit, ni coque, ni... Or, la presse a repris ça pendant plusieurs jours, tel quel, sans contre-enquête, en se copiant comme d'habitude l'un l'autre, en aggravant à chaque fois, bien sûr, pour mettre un peu de sel et un peu de poivre, l'accusation. Et après, quand il est apparu que c'était faux, il n'y a eu aucun démenti publié. Ah non, mais ça, c'est terrible. Et aucune excuse. Alors que les conséquences judiciaires, sauf que heureusement le tribunal n'a pas été dupe et que les juges n'ont pas été dupes, les conséquences judiciaires de ça, c'était que c'était avec préméditation. Ça aurait été avec préméditation. Il a pris une année à cause de ça. Non, il a pris une année pour des raisons politiques qui ont d'ailleurs été dites par une syndicaliste. Non, par une syndicaliste policière qui quand même trouvait que la peine était insuffisante, mais qui a dit que c'est une peine qui est bien au-delà de ce qu'on obtient habituellement en cas de violence contre les forces de l'ordre. D'accord. Et c'est une décision politique. Elle le dit explicitement. Tu parlais de la perquisition. J'ai découvert en lisant ton livre que les flics sont donnés à cœur joie chez Détinger, cassant même les jouets de ses enfants. Enfin, c'est hallucinant. Alors, ça aussi. Ils ont tout retourné, y compris... On les sent vexés, là. Non, c'est une façon, là encore, de faire peur. Et les gendarmes qui assistaient à la perquisition, qui étaient en protection derrière, ont été choqués. Les gendarmes de la commune où vivent les Détinger ont été choqués. Tu les as vus pour ton enquête, ouais. Ont été choqués par la façon dont la police, puisqu'il s'agissait de la police, a mené une perquisition qu'on appelle une perquisition sale. Des policiers m'ont raconté que certaines perquisitions doivent être sales, parce qu'elles doivent salir, elles doivent traumatiser. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé chez eux. On a retourné toutes les affaires, y compris les plus intimes, et y compris celles des enfants. On a fouillé le sapin de Noël, on a fouillé la crèche. Ils sont chrétiens, ils avaient à l'époque de Noël et de cette période du Nouvel An, ils avaient une crèche. On a fouillé chaque millimètre carré chez eux, mais en renversant tout, en abîmant tout. Heureusement, ce ne sont pas eux qui ont vu leur maison dans cet état, parce qu'ils ont, du fait de leur qualité humaine, énormément d'amis et une famille extrêmement solidaire. Et donc, avant que Karine Détinger puisse rentrer chez elle, le ménage a été fait. Les choses ont été remises en place. J'ai été chez eux. J'ai vu la deuxième porte, comment elle a été déglinguée, comment elle ne fonctionne plus. Tout ça est inutile quand on fait une perquisition. Donc, il y a une volonté, pour revenir à la question de l'exemple, de faire un exemple. Il y a une volonté, et par la façon dont la police a agi dans son cas, avec une démonstration de force disproportionnée, inouïe, terrorisante, la façon dont il est traité aujourd'hui judiciairement et disciplinairement par rapport à son emploi, la façon dont certains médias ont relayé des rumeurs infamantes, y compris sur ses éventuelles accointances avec l'extrême droite. Il faudra peut-être en parler de son monde politique. Tout ça, ça relève de ce qu'on appelle la post-vérité aujourd'hui. Tout ça relève de la propagande. Tout ça relève du mensonge, qui est une signature, tu sais, mensonge et violence, et notamment mensonge et violence de l'État. C'est quelque chose que Hannah Arendt a vu dans l'Amérique, qui justifiait la guerre au Vietnam. Et nous sommes en plein dans cette situation. Ce que tu dis et ce que tu démontres, c'est qu'avec ce gouvernement, depuis 2 ans, on touche le fond. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça sous Hollande, on n'a jamais vu ça sous Sarkozy. La complicité, en fait, ce qui est très rare d'ailleurs. Comme tu le sais, j'ai aidé à ce que le livre de Juan Branco, Crépuscule, qui sort dans le silence total des médias, sorte. Là, le tien, je trouve que c'est une belle continuité, quoi. Parce qu'en même temps, je te souhaite un grand succès avec celui-là, mais tout ça, les médias quand même. Bon, on vient de là tous les deux, mais c'est quand même. Denis, il y a les médias qui sont en fait dans la faillite dans tous les sens du terme, qui ne font plus leur métier de journalisme. Je trouve que nous bénéficions, heureusement, et ce sont parfois des sites dits alternatifs, mais ce sont aussi des grands médias. Je tiens à saluer par exemple le travail de Mediapart, constant, permanent, qui n'est pas forcément parfait, qui l'est, mais qui nous apporte tellement d'informations et qui nous éclaire tellement sur la profonde vérité du système dans lequel nous vivons. Eh bien, nous voyons quand même, depuis, je dirais,
Nicolas Sarkozy, depuis le ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, nous voyons sans cesse une aggravation de la logique sécuritaire, de la surveillance policière, de la barbouzerie, des réseaux affairistes qui sont en même temps au cœur de l'État. Ce sont les mêmes acteurs que nous retrouvons. J'ai amené un livre, on en a parlé ensemble tout à l'heure, qui, moi, me frappe énormément, le grand manipulateur de Mark Endeveld. On va le recevoir. Voilà, ici. que je pense que vous allez recevoir, où la démonstration est faite que les mêmes acteurs qui ont été dans ce qu'on appelle la barbouzerie sarkozyste, et ça remonte au réseau Pasqua, on les retrouve acteurs plus que jamais au sein de l'État actuel. Toi, en fait, ce qu'il faut dire dans le bouquin, ce livre a plusieurs qualités, en dehors de son écriture. C'est aussi un travail de journaliste, c'est à une source. En fait, il y a des documents, des PV de police, des rapports d'expertise. Et tu parles d'Aleph. Tu dis que ton informateur, tu l'appelles Aleph. D'abord, pourquoi tu l'appelles Aleph ? Aleph, c'est le nom que j'ai donné à l'informateur premier, le plus important, pour les 600 milliards qui manquent à la France, la révélation de l'affaire UBS en 2012. Et tu l'as gardé, quoi. Tu te dis, je vais le recycler chez... Mais non, mais c'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans. Personne. Ce sont des policiers, parce que c'est un réseau, tout le monde le sait. Personne ne sait qui ils sont, mais tout le monde a bien compris que c'était un collectif. C'est un réseau de policiers, du renseignement intérieur, entre autres, qui se définissent comme étant républicains et loyalistes. Et dans le climat actuel, évidemment, leur vie n'est pas facile. Mais ils tiennent beaucoup à ce que certains journalistes, je ne suis pas le seul, bénéficient d'informations qui leur permettent de démasquer la dérive barbouzarde de malheureusement de ce régime et de beaucoup de leurs confrères policiers. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la police et du renseignement, il y a des policiers et des agents... Denis, la bonne comporte une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux, qu'ils ont de moins en moins accès aux choses importantes, ils sont marginalisés, ils sont parfois mis à la retraite très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance où il y a de plus en plus une homogénéité parfaite des services de police dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens de la dérive dont on vient de parler. D'ailleurs, à ce propos, je fais un bond, mais je reviendrai après, j'ai une question à te poser sur Aleph, mais à la fin de ton livre, tu fais des remerciements, je ne vais pas les énumérer, mais il y a une phrase qui m'a marqué, tu dis « Il y a parfois dans la vie des occasions douloureuses de distinguer les amis véritables des lâcheurs, épreuve de vérité assez violente mais salutaire ». Toi, le fait d'écrire ce livre, ton entourage, enfin, qu'est-ce que tu entends par lâcheur ? Est-ce que tu peux expliquer les difficultés que tu as eues à écrire ça, ou tu as été lâché par qui ? Denis, alors... je ne te demande pas de nom, mais je te demande... Non, tu me le demandes, tu as le droit de me le demander, je ne te les donnerai pas. C'est, comment te dirais-je, un peu compliqué, parce que c'est un mixte de situation personnelle et médicale, où dans des circonstances on se trouve confronté à des problèmes très inquiétants. On peut faire le tri entre ceux qui restent auprès de toi et ceux qui tournent le dos ou n'entendent pas ou ne veulent pas savoir. Ça, c'est une des dimensions. Tu retrouves en parallèle cette même dimension des gens qui prennent sur eux, ont du courage pour les autres, et ceux qui sont lâcheurs, c'est proche de lâches, se détournent de l'autre pour des motifs qui peuvent être aussi des motifs de crainte politique ou des motifs de crainte et puis de sur le travail. Personnel. Ça va souvent ensemble. Voilà, c'est ça que je veux signifier. Aujourd'hui, tu sais, un détingé qui agit qui se précipite pour sauver une dame en manteau rouge qui est en train de se faire tabasser, c'est la même chose. Il ne se détourne pas. Il regarde en face. Il prend le risque sciemment d'aller vers l'autre pour le bien de l'autre. Puisque tu l'évoques, je m'excuse par avance si je te trouble en te disant ça, mais je vais te dire ma lecture, puisque tu remercies des médecins, un oncologue, etc. On comprend que tu es passé par des épreuves personnelles liées au cancer, etc. Et ce que je me suis dit en te lisant, c'est que t'as plus rien à perdre, quoi. Je veux dire, t'es seul. Si t'écris ce livre, c'est parce que tu le ressens au fond de toi-même. C'est pour ça que ce bouquin est fort et que t'as de compte à rendre à personne à part à toi, et qu'il y a comme une volonté farouche de dire la vérité sur cette histoire envers et contre tous. Et c'est lié aux épreuves personnelles que tu as vécues. Entre autres, bien sûr. C'est le fait du mûrissement aussi, tu sais, avec l'âge qui vient. On se libère aussi de beaucoup d'obligations. On n'a plus à prouver certaines choses. C'est lié évidemment aussi à la situation un peu métaphysique et de sa finitude, de la conscience de sa finitude.
Moi, quand je commence ce livre, je pensais que c'était une année que je ne vivrais pas, 2019. Parce que sur le deuxième semestre 2018, j'avais des éléments et j'ai été persuadé que ça se finissait là. Voilà. Écrire un livre, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. C'est surtout un combat aussi. C'est une façon de se mettre en position de combat. C'est-à-dire que c'est une vitalité. Et tu as vu qu'au début du livre, je parle du printemps. Oui. Je dis, voilà, je le signe, et c'est la vérité, je l'ai signé le 21 mars. Parce que sur cette date symbolique, en plus il y avait une belle pleine lune, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui, à partir du morbide, de la mort, et la description de notre société actuelle est parfois extrêmement morbide. On voit des tas de gens qui sont des morts vivants, qui nous gouvernent et qui veulent nous dominer. Il y a aussi tous ceux qui vivent, et quelque part, les Détingés, Christophe le Premier, sont des symboles de cette vie que l'on ne peut pas contenir, de la pousse qui, au printemps, va craqueler la terre, sortir, et finalement nous faire le printemps. Et je l'ai vécu, ça, tu vois, mois de février, quand je commence ce livre, je puise l'énergie de Christophe Détinger. Je me branche sur son énergie. Je me branche sur ce combat. Je me branche sur le combat des Gilets jaunes. J'adhère, je vais, alors que je suis en très mauvais état, je vais dans les défilés du samedi, je fais des photos, je parle avec les gens. Je reçois d'eux une humanité qui me régénère, qui me rassure, qui me donne une émotion, alors que je ne suis plus un tout jeune bonhomme, une émotion d'enfant. Aux larmes, des gens qui te parlent avec intelligence, des gens qui me parlent de l'évasion fiscale avec beaucoup plus d'intelligence que tous les experts que j'ai pu rencontrer. Tu peux en témoigner aussi. Des gens qui me parlent de fraternité. Des gens d'une ouverture d'esprit qui se foutent de savoir si je suis juif, catholique, protestant, athée, toutes ces choses. On les a accusés d'antisémitisme, tu le sais bien. C'est une horreur par rapport à ce qu'ils sont pour 99%. T'en parles d'ailleurs dans le livre. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour sauver des juifs ou des arabes ou peu importe. Ce sont des gens qui sont antiracistes. Les Détingés, c'est une grande thématique. Il est d'une famille de Yéniche. C'est-à-dire, ce sont quand même des gens, les gens du voyage, qui ont été martyrisés, qui pendant l'occupation ont été martyrisés presque à égalité, disons presque à égalité, avec les Juifs. Et il en a une conscience absolument aiguë. Il a une fraternité vis-à-vis de tous les parias qui est instinctive. Tout ce qui est discrimination, ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour ça. Ah oui. Et c'est le cas de 99% des gens que je rencontre dans les manifestations. Ça a dû être, parce qu'on voit bien qu'il y a une stratégie du pouvoir et des courroies médiatiques, de certaines courroies médiatiques, de vouloir le présenter comme un nervi d'extrême droite, un type un peu décérébré, etc. Comment lui... Je vais te faire rire. On a trouvé sur son profil Facebook une photo de la nièce Le Pen, là, de Marine Maréchal Le Pen. Ouais. Voilà, il avait mis ça, il avait liké. Non, il avait liké une photo devant son épouse, on en parle. Il dit, c'est parce que je la trouvais jolie. C'est un homme simple aussi. Oui. C'est un homme qui, avant d'avoir fait ce qu'il faisait, avait une vie tout à fait banale par la plupart des aspects. Certes, il a été champion de France de boxe. Mais voilà, il likait aussi des filles qu'il trouvait jolies. Et celle-ci, ça a été le cas. Sur ses opinions politiques, il est aujourd'hui défendu par un syndicat qui est la CGT, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Oui, parce qu'il s'est fait virer de son emploi, ce qui est dingue. Enfin, il s'est fait suspendre. Hein. Il a une suspension. Il passe, là, à la fin mai, je crois que c'est le 26 ou le 27, en commission disciplinaire. On ne sait pas ce que ça donnera. Pas forcément le plus grave, il faut le souhaiter. Il faut dire que la mairie qui l'employait a subi des pressions considérables, mais que... De qui ? De l'État. De l'État. Clairement. De l'État. Toute commune, toute municipalité est en dette vis-à-vis de l'État, et parfois de façon très importante. Et là, il y a eu des pressions. Parce que cette même municipalité lui a fait entendre sa sympathie et le fait que, d'ailleurs, il avait été réemployé aussitôt qu'il avait pu être employé. Bon, donc il y a eu cet aspect-là. Il y a aussi la procédure judiciaire, c'est-à-dire que la juge d'application des peines doit se prononcer à la même date quasiment, c'est le lendemain ou la veille, je ne me souviens plus, j'ai les dates bien sûr par ici, sur l'acceptation ou non de le doter d'un bracelet électronique, comme Jérôme Cahuzac, dont le procès d'ailleurs pour... Oui, tu parles de Guéant et Cahuzac, ils ont été bien mieux traités que Christophe Détinger. Je trouve bien traités, honnêtement, comme on le souhaite pour tous les êtres humains,
il n'y a pas besoin de mettre en prison. Je ne fais pas partie de ceux qui ont souhaité plus, que Jérôme Cahuzac aille en prison. Mais lui, voilà. Eux, quoi, exactement, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il est clair qu'on veut faire de ce David un exemple pour montrer que c'est Goliath qui est le plus fort. Dis-moi, j'ai une question qui est très importante que je voudrais te poser, qui ne concerne pas Christophe Détinger, mais qui concerne Jérôme Rodriguez. Grâce à tes sources policières, tu as une révélation. Et sécuritaire. Et sécuritaire, on va dire. J'essaie de noyer tes sources, tu vois. J'essaie pas de. On découvre à tes côtés qu'il y a une. Est-ce que je déforme tes propos en disant que tu apportes la preuve que. Non, je n'apporte pas la preuve. Alors, explique. J'apporte des témoignages dits par des gens que je prends tout à fait au sérieux, et dans le monde sécuritaire et dans le monde policier, qui me disent qu'il a été pointé. Jérôme Rodriguez. Donc, Jérôme Rodriguez qui a perdu l'œil à la Bastille dans un acte des Gilets jaunes, je crois de début février, la date est, je crois, celle-là, dans des circonstances invraisemblables. Il est totalement pacifique. Il est là même en train de pacifier l'atmosphère qui est en train de dégénérer. Et il reçoit, premièrement, une grenade de désencerclement à ses pieds et quasi immédiatement, instantanément, une balle de LBD 40 dans l'œil. Ouais. Et il est éborgné. Il est éborgné. Lui-même n'a aucun doute sur l'origine de cet éborgnement. Il le dit d'emblée, y compris d'ailleurs en se filmant lui-même dans l'ambulance des pompiers qui le mène à l'hôpital Cochin. Il accuse très rapidement un tir de LBD 40 qui était déjà sur la sellette à l'époque. Son avocat fait de même. Dénégation catégorique du préfet de Paris, du ministre de la Sécurité, appelons-le comme ça, M. Laurent Nunez, et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en disant c'est impossible, c'est impossible. Et il apparaît finalement que plusieurs jours plus tard, un gendarme est obligé de convenir qu'il a effectivement fait un tir de LBD, même s'il nie que c'était un tir de LBD qui avait été dirigé contre Jérôme Rodriguez. Or, les sources qui sont les miennes me disent il a été pointé. Cet homme-là devenait extrêmement populaire, il est charismatique, et c'est pour ça qu'il a été pointé. Alors justement, je voudrais que Comme d'ailleurs tu disais, il y a la crainte que Christophe Détinger devienne un héros, et c'est pour ça qu'on le martyrise et qu'on empêche, qu'on le met en cabane en quelque sorte pour le cacher, pour lui interdire de prendre la parole, ce qui est le cas actuellement. Il ne peut pas. Des propositions ont été faites pour qu'on soit interviewés tous les deux ensemble. Nous sommes obligés de les refuser. Bah oui, j'ai essayé moi aussi. Oui, ce qui est normal. On pourrait faire un Skype. Non, mais on a vraiment envie de le voir. On a vraiment envie de lui dire que tu vois. Et le connaître et l'écouter, parce que ce que cet homme-là est capable de dire avec presque parfois il est prophète. Il a un prophétisme sur le chaos dans lequel nous vivons. Il a une analyse du chaos de notre société qui, moi, m'épate complètement. Mais tu vois, moi, j'ai envie de le prendre dans mes bras et de m'excuser pour tous les autres. Tout le monde n'est pas comme tous ces connards qui ont fait tout ça. Non. Mais je voudrais revenir là-dessus parce que ce que tu dis sur Rodriguez est vraiment intéressant. En fait, sans décoder plus que ça, ça n'est pas seulement un acte gratuit ou un policier qui se dit « tiens, je vais me payer Rodriguez ». On voit bien que ces policiers qui tirent au LBD ont des consignes. Oui. C'est ce qui apparaît dans le truc. Alors, pour 99% d'entre eux, ou 90%, ils n'ont pas de consignes précises comme celle-là. Se payer Rodriguez... En revanche, ils ont l'autorisation d'ailleurs, il y a un passage du livre qui le dit, c'est qu'il est filmé, ce pauvre policier, avant que sa hiérarchie intervienne, pour dire « ben non, nous, c'est autorisé de tirer au visage », parce que j'ai toute une thématique sur qu'est-ce que ça signifie de tirer sur les visages. Et donc, il y a un policier qui dit bah oui, non, interrogé par un gilet jaune, mais alors, vous savez que vous n'avez pas le droit de tirer sur les visages ? Si, on est tout à fait autorisé. Ça, Bon, ça, c'est le commun, tu vois, de la police. Il y a au sein de la police des gens très spécialisés et dans le renseignement et dans l'action en conséquence du renseignement qui visent des efficacités comme un commando de services spéciaux quand il y a nécessité de désamorcer une situation dangereuse. Tu peux très bien imaginer que dans ce qu'on appelle les BAC, les brigades anticriminalité, qui sont des grands acteurs du LBD 40, il y ait des fonctionnaires qui soient très bien branchés, très bien branchés avec cette police-là, cette police de renseignement, de services spéciaux et d'action spéciale. Laurent Nunez,
il a été patron de la DGSI. Ouais. Quand mes sources policières, la Aleph, m'en parlent, ils me disent, mais on l'a croisé tout le temps, c'est un véritable spécialiste de la chose. Nous avons à la tête là, du gouvernement... On se dit en même temps, à contrario, on se dit quand même que de faire ça, je veux dire, il est blessé, il a perdu son œil, mais ça l'a victimisé, ça ne l'empêche pas d'aller faire les plateaux, Denis, etc. Et de il a eu un moment creux. Oui. Tu sais, il y en a un qui a lâché le morceau, là, il y a peu de temps. Drouet. Drouet. C'est pas le même genre d'homme, mais quand même. Quand même. Oui. Il y a un moment donné, quand tu éborgnes les gens, quand tu les menaces, ils finissent... Parce que c'est leur vie qui devient en jeu. Les paroles, tu parlais d'émotion tout à l'heure. Moi, Jérôme Rodriguez, j'ai trouvé que cette génération, parce que quelque part, il est aussi, lui, plus jeune que nous, qui ose dire qu'il est coquet, qui ose dire que ça va être très dur de se regarder dans la glace, qu'il a un visage, que pour lui c'est important d'être beau, et que là on l'a déglingué, c'est le mot, Denis. Il dit, ils m'ont déglingué. Déglinguer, c'est pas déglinguer l'œil, c'est déglinguer l'homme. L'homme est cassé aussi. Et là il survit, pourquoi? Parce qu'il est transcendé par une cause, parce qu'il est porté par une histoire. On a accusé les Gilets jaunes d'être antisémites. Sa famille a été dans la résistance. Il a dépendu résistant. Il y a Mauthausen aussi. C'est quelqu'un qui sait, dans son histoire familiale, ce qu'est le camp de concentration et d'extermination. Alors, il faut quand même dire ça. C'est que ces personnes, elles tiennent pourquoi? Elles peuvent être déglinguées, mais elles savent qu'elles sont dans une révolution. Je sais, mais elles sont les acteurs d'une révolution. Ce qui est aussi, comment dire, très énervant, et j'emploie à dessein un mot un peu bancal, c'est de voir que du côté du pouvoir, tu parles de Benjamin Griveaux, tu parles de Castaner, tu parles évidemment de Macron, on en parlera sur la fin, il n'y a jamais une once de mansuétude, une once d'humanité, c'est toujours ce même discours qui se reproduit, qui est un discours de mensonge. Je me disais en lisant ton livre, peut-être qu'un jour... En rêvant un peu, il y aura peut-être un procès derrière tout ça. Parce que ces gens-là sont responsables de choses très très graves. Et aujourd'hui, ils sont portés par une sorte d'idéologie un peu molle, de journalistes qui la ferment. Une garde des Sceaux, j'ai jamais vu pareil garde des Sceaux. Enfin, les propos qu'elle tient, il y a même des types qui se font enfermer parce qu'ils ont des slogans sur leur pull, quoi. Enfin, il y a pas de... D'ailleurs, dans ton livre, par moments, on suffoque. On se dit, putain... Et toi... Tu les alignes consciencieusement. J'essaye, je le dis au début, d'être dans la vérité des faits. Très cher à Hannah Arendt. Les paroles de ces gens-là, ce sont des faits. Tu vois, tu cites Orwell, tu cites Hannah Arendt, tu cites Léon Blum, j'espère que je pourrai lire ça tout à l'heure, mais tu cites le préfet Grimaud. Maurice Grimaud, mai 68, préfet de police de Paris. On était des enfants tous les deux, mais moi, l'image que j'avais de Grimaud, c'était un tortionnaire, un facho, enfin, qui tirait sur les manifestants, etc. Et tu dis, je crois que ça vaut la peine, cher Christophe Détinger, que je vous cite quelques extraits donc de ce que dit Grimaud en 68 à tous les policiers. Voilà, le 29 mai 68, il écrit à tous les policiers et il écrit la chose suivante. Je m'adresse aujourd'hui à toute la maison, aux gardiens comme aux gradés, aux officiers comme aux patrons, et je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, c'est celui des excès dans l'emploi de la force. Si nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux. Et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. Je comprends que lorsque des hommes assaillis pendant de longs moments reçoivent l'ordre de dégager la rue, leur action soit souvent violente. Mais là où nous devons bien être tous d'accord, c'est que passé le choc inévitable du contact avec les manifestants agressifs qu'il s'agit de repousser, les hommes d'ordre que vous êtes doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans les locaux de la police pour y être interrogés. Dites-vous bien et répétez-le autour de vous, toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. On lit ça aujourd'hui. Un texte magnifique qui est cité aussi par Edwy Plenel. Il avait fait un billet dans Mediapart où il reprenait aussi. C'était il y a 50 ans. Voilà, c'était il y a 50 ans. Il est dans une situation insurrectionnelle d'une autre dimension que la situation actuelle.
même si j'étais enfant, tu l'étais comme moi, j'ai des souvenirs et j'étais au quartier latin. Les barricades, les voitures qui flambaient, la violence du côté des manifestants était d'un autre ordre que celle des Gilets jaunes aujourd'hui. Et on a un préfet de Paris qui sent qu'on va vers la guerre civile, qui comprend, parce que l'État, derrière lui, enfin le gouvernement et Charles de Gaulle lui-même, sont prêts finalement à donner l'armée, à faire tirer à balles réelles sur le peuple. Il comprend qu'il faut pacifier les choses. Il a des relations, parce qu'il est franc-maçon, c'est une notoriété publique, il a des relations par exemple avec Daniel Cohn-Bendit. Ils échangent à cette époque-là. Et ils partagent un souci qui est celui de pacifier ce qui est en train de se passer. Et il fait cette lettre qui est une lettre d'honneur de la police. Parce qu'être policier, ça peut comporter l'honneur de servir le citoyen, de servir la société, de servir liberté, égalité, fraternité, qui est la devise de notre République. Les deux faits qu'il pointe, ne pas frapper à terre, ne pas frapper au commissariat, ça doit nous dire quelque chose aujourd'hui. C'est exactement ce à quoi nous assistons. Des femmes, des personnes âgées, des gens totalement inoffensifs, y compris des passants, des gens qui ne manifestent pas, sont frappés à terre, et de façon parfois terrifiante du point de vue des blessures. Le cas évidemment bien connu aujourd'hui de la militante d'attaque de Nice, multiples fractures du crâne, une femme... tu les énumères dans le livre. Je les énumère. C'est absolument Nous sommes aujourd'hui dans le déshonneur de la police, poussé par un gouvernement qui, comme peut-être d'autres auparavant, mais aujourd'hui il est servi totalement, est un gouvernement sans aucune empathie par rapport à l'humain, parce que c'est ce dont tu parlais. Ce sont des gens, mais Denis, dans l'histoire, des êtres humains qui n'ont aucune pitié, qui même quelque part trouvent jouissance à faire du mal à l'autre. Notre histoire est pleine de ça. Et c'est ce fameux versus, là il n'y a pas d'en même temps, une humanité qui va résister contre une humanité qui va être tortionnaire, collaboratrice, une humanité qui va lutter contre la colonisation et une humanité qui va faire l'OAS. Ouais. C'est ce qu'on appelle les deux France à travers toute notre histoire depuis la Révolution française. Et c'est pour ça, tu me disais tout à l'heure, je te trouve enragé. Mais ce n'est pas moi qui suis enragé, c'est l'époque qui nous pousse aujourd'hui à choisir quand même notre camp. Parce qu'à force d'être dans le « en même temps », c'est-à-dire dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans une très grave psychopathologie, parce qu'on en parlera peut-être à propos d'Emmanuel Macron. Justement, la psychopathologie quand même de tous ces gens-là, Nunez, Castaner. Oui. Est-ce que ce sont des êtres humains qui sont sains d'esprit, de ton point de vue? Alors moi, je peux te dire que j'ai regardé la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Je me suis dit, ce type est fou. J'ai pensé que c'était... Et donc, en réunion de rédaction ce matin, j'ai dit il faut qu'on analyse en termes psycholinguistiques ces stratégies de langage. Il répète tout le temps la même chose. C'est un moment très particulier, cette conférence de presse. Enfin, je veux dire, avec un peu de recul, on se rendra compte qu'il répétait des phrases devant une cour, d'ailleurs, de journalistes. Et jamais, moi j'ai des copains journalistes ou des gens que je connais qui y étaient, de leur existence de journaliste à des conférences de presse de présidents, jamais ils ne se sont autant emmerdés, quoi. Les ministres qui s'endormaient. Et surtout, que nous a-t-il dit, quoi? Il t'a dit je. Il a dit je tout le temps. Donc après, on va dire qu'on est des anti-macroniens primaires, etc. Ce sont des psychiatres qui le disent. Tu sais que depuis cette conférence de presse, y compris il y a un billet fort bien documenté dans le Huffington, dont le titre est Emmanuel Macron est-il malade au sens psychiatrique, et qui vient sur quoi? On a posé les mêmes questions sur le narcissisme. Je pense pas qu'il... Mais en tout cas, le discours qu'il a tenu. Tu as vu que je cite Roland Gori, qui est un psy de très haut niveau. Qu'est-ce qu'il nous dit, Roland Gori? Il voit dans le « en même temps », il trouve un symptôme de ce qu'on peut qualifier être une schizoïdie. Et ce qu'il dit, c'est que ces personnes qui sont dans la transgression d'un côté et dans le code moral affiché de l'autre, donc dans l'ambiguïté, comment ils verrouillent au niveau de leur personnalité interne par le narcissisme? La clé de verrouillage des personnalités schizoïdes ou de duplicité ou d'ambiguïté grave, qui portent à des conséquences qui peuvent être très graves, c'est le narcissisme. Ça devrait nous indiquer une piste sur le président de la République. Là, il avait l'air franchement habité, quoi. Et ça c'est arrivé déjà dans la conférence de presse du 17 décembre. Et très franchement, ma pensée et mon opinion d'Emmanuel Macron a évolué au fil du temps et au fil après l'avoir vu. Je ne pensais pas ça il y a 2 ans. J'avais même... j'ai voté pour lui au second tour. Enfin, tu vois, j'ai pas de... tu n'avais pas lu, voter c'est abdiquer. Non, mais j'avais lu voter c'est abdiquer. Mais moi, je vote et je n'abdique pas. Et je m'étais
l'ai dit, comme beaucoup, il vaut mieux ça que Marine Le Pen, enfin bref. Je ne ferai pas ça aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il nous amène... Non, ça ne marcherait plus. Tu as vu qu'on utilise la même rengaine, oui. Pour nous obliger à voter pour lui. Mais je voudrais, alors à la fin de ton livre, tu évoques, alors ça je ne savais pas, c'est le royalisme et surtout Charles X. Alors, il est allé à Saint-Denis, à la basilique. Alors, Charles X, c'est quand même assez particulier. C'est une histoire assez incroyable. Méconnue. Il y a deux choses. Primo, il est allé de façon nocturne, au début de son quinquennat, faire une visite aux gisants de la basilique de Saint-Denis. Et il s'est arrêté, d'après les témoignages que l'on a, devant 3 gisants assez symboliques quand même. Symboliques de quoi? De l'absolutisme. Symbolique de la royauté la plus puissante, voire la royauté qui a persécuté les protestants pendant les guerres de religion. Le fils de François Ier. Il y a François Ier, puis Henri II, le fils qui, lui, est un persécuteur. Et puis, il y a cette histoire de Charles X. C'est-à-dire qu'au moment où il fait sa visite là-bas, une association qui milite, royaliste, totalement royaliste. Excuse-moi, c'est une visite qui n'est pas officielle, c'est une visite officieuse. Comment tu as appris qu'il avait fait cette visite Écoute, sans difficulté. Aleph, non? Non, Aleph, tu sais, c'est beaucoup de monde. Oui. Non, écoute, ça pas la source de ça, c'est pas... Je ne te demande pas la personne, mais comment tu l'as su? Personne ne l'a su. Je l'ai su parce que j'ai cherché. Quand on cherche, on trouve. Je me suis dit, j'ai eu ce soupçon là du royalisme de Macron. On m'a aiguillé, premièrement, dans les discussions que je pouvais avoir avec des amis, sur Chambord. On m'a aiguillé sur Versailles. Et puis, tu vois, j'ai recherché, et puis on m'a parlé de Saint-Denis. Et j'ai trouvé que nuit à Saint-Denis. Il va la nuit à Saint-Denis voir ces gisants. Bon, a priori, tout le monde a le droit de le faire, mais enfin, c'est un peu particulier quand on est président de la République française, une république qui est quand même fondée quelque part par la Révolution de 1789, d'aller au cœur spirituel. C'est le cœur spirituel de la royauté française. Et là, ça m'interroge. Et je découvre qu'une association qui milite pour le retour des restes, le cœur de Charles X, justement à la basilique de Saint-Denis, puisque c'est vraiment la pyramide des rois de France, est en contact avec le conseiller mémoire et histoire du président de la République, pour lancer enfin les procédures diplomatiques nécessaires pour ce fameux retour, et que les choses roulent très bien, favorablement. Quand on sait qui est Charles X, alors il faut le rappeler, Charles X, c'est en quelque sorte le dernier roi de France. C'est celui qui finit en 1830, sur les journées de juillet, appelées les Trois Glorieuses, une révolution qui leur a déclenché lui-même dans sa restauration, qui est la dernière restauration, par des lois scélérates, des lois d'interdiction de liberté de la presse, de ratiboisage complet du Parlement qui existait encore un peu. Et on appelle ça les ultra-royalistes, ceux auxquels il dévoue son mandat de dernier roi de France. Il est lui-même un ultra du royalisme. Donc c'est le symbole, Charles X, pour ceux qui sont royalistes, du nec plus ultra. De l'absolutisme. C'était le roi fou, non? On disait pas le... On l'appelait le roi ultra, le roi ultra. Il n'était pas fou, non? Il était même, tu sais... Il avait cette réputation, mais en tout cas... Donc toi, tu veux dire que Emmanuel Macron, il y a un curieux mimétisme? Il y a, symboliquement en tout cas, mais culturellement plus profondément, chez lui une fascination pour ça. C'est une fascination explicite, puisqu'il y a cette fameuse interview, mais ça, il y a eu une réplique après avec le Nouvel Ordre, mais l'interview qu'il donne au 1, le magazine 1, ce remarquable journal, où il explicite que ce qui manque dans la République française, c'est le roi. Il y a un fantôme qui nous hante tous et qui fait que notre République est vide, qu'elle est dévitalisée, que finalement... heureusement, De Gaulle avait restauré cette dimension régalienne. D'ailleurs, le mot est resté. On dit les services régaliens, la République régalienne. Enfin voilà, régalien, c'est le roi. Ce qu'il nous manque, c'est le roi. Et il se promet bien évidemment, quand il donne cette interview, il est alors ministre du budget, il se promet bien de venir combler cette place manquante, c'est-à-dire celle du roi. J'ai deux questions à te poser. Ça te convainc ou ça ne te convainc pas? Ça me convainc, non, mais j'étais très troublé parce que tu as tes pages à la fin là-dessus. J'aurais envie de citer Léon Blum aussi, mais je cherchais la page en 12 tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvée. C'est au tout début, sur l'invincible espoir. Formule qu'il partage avec... Alors, c'est dans un livre qu'il écrit au Fort du Portalet.
alors qu'il a été arrêté, c'est bien sûr l'occupation, il est ancien Premier ministre, hein, on dirait ça aujourd'hui, président du Conseil, il est juif et son sort est scellé. Et le Portalet, c'est une prison qui se trouve dans un château fort, qui se trouve en altitude dans les Pyrénées. C'est un homme qui est déjà âgé, il pense que son heure est venue. Il rédige un livre-testament qui s'appelle « À l'échelle humaine » et où il fait le mea culpa, disons, de la République à laquelle il a servi quand même lui aussi. Une République où beaucoup de corruptions ont abouti, entre autres, à la défaite vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Mais ce qui est beaucoup plus fort, c'est que malgré cette situation désespérée qui est la sienne, et la situation historique désespérée, il nous parle de l'invincible espoir. Il dit qu'il y a des vérités qui transcendent nos petites vies, y compris la sienne. Et c'est une formule de Jean Jaurès. Oui, mais ça nous manque aujourd'hui. Et c'est donc une métaphysique, c'est une véritable métaphysique de leur politique. Dis-moi, je lirai pour finir un passage d'Orwell, là, mais je voudrais te poser deux questions. Toi, avec tout ce travail que tu fais, comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je le vois, c'est un gros mot de façon un peu eschatologique, c'est-à-dire je pense qu'il y a une apocalypse. Nous sommes dans une apocalypse au sens aussi de révélation des choses. Il y a à la fois une catastrophe, l'effondrement écologique indéniable, l'effondrement démocratique indéniable, les violences parfois monstrueuses qui sont heureusement pas encore sur les rives de la France, mais qui sont aux rives quand on voit ce qui se passe en Méditerranée avec les réfugiés. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Nous sommes dans une apocalypse catastrophique. Et comme toute apocalypse, ce qui est en train de se révéler, c'est quelque chose de magnifique de l'humanité. Plus que jamais, toi, on a été enfant à la même époque, nous avons été dans un monde très facile. Et un monde où les fraternités, les solidarités n'étaient pas forcément nécessaires. Aujourd'hui, on voit que se refondent dans la catastrophe des aspirations, des intelligences humaines, des cœurs. Moi, c'est pour ça que j'ai intitulé des expressions du cœur, de l'amour. Je n'ai pas peur maintenant de dire que oui, le thème de l'amour doit être un thème constant dans tout ce que nous disons et que c'est un thème politique. Nous voyons émerger une nouvelle humanité dans le monde entier mondialisé, qui est l'humanité de demain. C'est mon invincible espoir. Et en France, et regarde les Gilets jaunes, c'est ça. Cette résurgence de quoi? Des révolutions. J'inscris ça dans la généalogie, 1789, jusqu'à la Commune de Paris, division en 61. Je dis oui, c'est cette France-là qui aujourd'hui dit non à l'inégalité, dit non à l'indignité, dit oui à la décence commune de George Orwell, cette fraternité en acte vis-à-vis des plus petits. Voilà. C'est ça que nous voyons aussi émerger. Mon autre question, c'est, tu fais un magnifique cadeau, enfin lui nous a fait un cadeau, mais tu fais un magnifique cadeau à Christophe Détinger. Il a lu le livre. Je vais te dire, il a lu le livre, il l'a beaucoup aimé, il s'y reconnaît complètement, il aimerait pouvoir dire, et ses avocats pareil, ce que moi je peux dire, mais qu'ils ne peuvent pas dire. Et tu sais ce qu'ils m'ont fait, lui et Karine, ils ont acheté George Orwell. Ils ont acheté 1984. Alors, je vais... Non, mais attends. Non, je veux rester un peu là-dessus. Ce sont des personnes, tu vas chez eux, il n'y a pas beaucoup de livres de nous. Il y a une immense intelligence. Il y a un cœur énorme. Ils comprennent tout instinctivement. Mieux que nous, je pense. Mieux que toi, mieux que moi. En tout cas que moi. Mais il n'y a pas de livre. Et là, ils découvrent quelque chose qui est une nouvelle dimension. Et ils sont en recherche permanente. Ce ne sont pas des gens qui sont arrêtés, qui sont cristallisés. Ce sont des gens qui sont dans la vie. C'est les pousses du printemps. Et ils ont acheté George Orwell. Et ils ont acheté 1984 et ils le lisent. Et il m'a dit, Christophe, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il avait lu 30 pages dans la nuit. Et son épouse lui avait dit, elle avait lu en premier. Je lui ai dit, ah, tu lis si tard? Il dit, je vois ce qu'il écrit. Je vois ce qu'il écrit. Écoute, voilà ce qui se passe aussi. Et tu vois, dans ce qui se passe actuellement, des gens qui arrivent à une intelligence qu'on ne connaissait pas, et plus massive que jamais, et tout ce mépris de classe. Le petit livre de Daniel Salnave, je ne sais pas si tu l'as lu, dans la nouvelle collection de tracts de chez Gallimard, Jojo le gilet jaune, une académicienne, agrégée de lettres anciennes normalienne, un magnifique hommage au peuple, un magnifique hommage aux gens qui, comme ceux que George Orwell a salués, sont les gens que nous allons suivre, que nous devons suivre. C'est notre devoir. La résistance, j'ai eu la chance quand j'étais gamin d'avoir Jean-Pierre Vernant dans mon environnement. Oui. C'était en quelque sorte le parrain de mon père. Cette leçon, premier à la grecque de philo, premier résistant dès 1940, il avait 20 ans à Toulouse, chef de la résistance. Il serait là, il fait quoi lui aujourd'hui ?
Il dirait, je les suis, je suis avec eux. Bien sûr. Mais comme tous ses copains, regarde le Indignez-vous de Hessel, c'était une bande, les époux au braque. Tous ont le même réflexe. Alfandéry, qui est toujours vivant. Moi, j'ai un petit clin d'œil à Anne Beaumanoir. J'ai fait un film avec elle. Je voudrais finir. Ça fait plus d'une heure qu'on parle. Désolé. Non, mais t'as aucune raison de désolé. C'est ma première. Je suis un peu passionné. J'ai lu le livre, t'as vu, avec passion. Je voudrais finir sur Orwell, parce qu'il y a cette citation que j'ai retrouvée, j'en ai trouvé plein dans le livre. Tu dis, dans son roman Visionnaire, publié à New York en 1908 et qui inspira George Orwell, Jack London, un boxeur lui aussi prophétisé. En fait, c'est Jack London. Oui. Une révolution invisible, donc on est en 1908, une révolution invisible et formidable est en train de s'accomplir dans les fibres intimes de notre société. On ne peut sentir que vaguement ces choses-là, mais elles sont dans l'air en ce moment même. On pressent l'apparition de quelque chose de vaste et d'effrayant. Mon esprit se refuse à prévoir sous quelle forme cette menace va se cristalliser. Une ombre colossale et menaçante commence dès maintenant à se projeter sur le pays. Appelez ça l'ombre d'une oligarchie, si vous voulez. Voilà. 1908. Lui, il voit l'ombre. George Orwell, au début, il voit le printemps. Oui, je sais, j'ai vu le printemps. Et voilà, c'est cette dialectique, tu sais, dans laquelle nous sommes. Voilà. Et c'est là que nous devons choisir aussi quelle force nous portons. Écoute, on ne sait pas. Là, on est entre l'ombre et la lumière. On va voir. Non. On est dans la lumière. Tu es dans la lumière. Le travail qui est fait ici, c'est la lumière. Il faut affirmer ça, Denis. Moi, j'ai plus. Voilà. Nous essayons, comme nous pouvons, de porter la flamme d'une chandelle. Merci beaucoup Antoine Peillon, c'est Cœur de boxeur, le vrai combat de Christophe Dittinger et c'est chez un super éditeur, Les Liens qui libèrent. Ouais. Quoi. Merci.